Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Roger Carucci qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zappélisé. C'est le premier zapping politique de la journée, vous le savez, mais tout de suite, c'est le JT des territoires, je vous y retrouve. La canicule, c'est fini, l'alerte est levée partout en France. Néanmoins, les fortes chaleurs et l'absence de précipitations ont provoqué une aggravation de la situation de la sécheresse dans un certain nombre de départements. Et certaines communes, c'est le cas en Ariège notamment, ont opté pour des mesures de restriction d'eau sans précédent. Agnès Grimaldi pour la Dépêche du Midi vidéo. Pierre Porte cultive des céréales depuis 18 ans. Il n'avait jamais connu pareille situation. Aujourd'hui, son système d'irrigation est à l'arrêt. On a commencé avec des coupures d'eau à 1 jour sur 4. Et là, depuis mercredi, on est passé à 2 jours sur 4. C'est-à-dire on arrose 2 jours et on coupe 2 jours. Et c'est vrai que ça fait des situations tendues. Pour l'instant, c'est comme ça. On espère que ça n'ira pas plus loin. À Mazères, certains stades ne sont plus arrosés du tout. Seul le terrain officiel est temporairement préservé. Un tel arrêté dès le mois de juin, c'est du jamais vu. Jamais aussitôt que cette année. C'est vraiment un problème récurrent. On voit que tous les années, le phénomène de manque d'eau s'accentue. Mais la mesure concerne également les particuliers. Il est interdit de laver son véhicule, de remplir sa piscine ou d'arroser son jardin 2 jours sur 4 et en journée. En Ariège, une centaine de communes sont concernées. Si les déficits ne sont pas comblés, les prélèvements pourraient tout simplement être interdits. Un livre pour les vacances. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, se rendra à l'école primaire Paul Claudel de Tourcoing avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics aujourd'hui, pour présenter aux élèves de CM2 et à leurs professeurs l'initiative Un livre pour les vacances. L'objectif est de renforcer le goût de la lecture chez ces élèves qui vont entrer au collège en leur donnant l'occasion de découvrir une œuvre du patrimoine littéraire. Le livre proposé est une sélection des fables de Jean de La Fontaine, parmi les plus connus et accessibles aux élèves de cet âge. L'occasion pour Mathieu Verrier, pour La Voix du Nord, d'aborder d'autres questions moins littéraires et plus politiques. On écoute le ministre de l'Éducation tout de suite. Je dirais que toutes les fables de La Fontaine sont utiles parce qu'elles sont des leçons de vie et on pourrait presque en lire une chaque soir pour s'imprégner de cette leçon de vie. Celle qui me vient à l'esprit à votre question, c'est peut-être le laboureur et ses enfants. Parce que c'est une fable qui dit que finalement, ce qui compte, c'est le travail. On cherche toujours des trésors. Vous savez, dans cette fable, le laboureur dit qu'il y a un trésor dans le champ, ce qui fait que tout le monde le cherche. Et en le cherchant, on laboure la terre. Bien, d'une certaine façon, c'est un peu une fable pour l'école, parce que c'est montrer aux enfants qu'il y a un trésor. Ce trésor, c'est la connaissance. Et c'est en travaillant qu'on le trouve. Il y a donc quelque chose qui nous est dit sur l'effort et le plaisir, sur les grandes étoiles qui doivent guider notre vie et la façon d'y arriver. Et je pense que l'école, avec la famille, sont les 2 lieux où on apprend cela finalement. Si vous deviez écrire la fable Jupiter et le garde des Sceaux, quelle en serait la morale ? Ce serait que l'état de droit est ce qu'il y a de plus précieux dans un pays et que donc il est normal d'appeler garde des Sceaux le ministre de la Justice parce qu'il garde cet état de droit. Dans Le Chat et le Rat, La Fontaine propose cette morale, s'assure-t-on sur l'alliance qu'a faite la nécessité ? C'est une belle morale aussi pour la relation entre Emmanuel Macron et François Bayrou. De façon générale, les fables sont des leçons de vie, donc elles fonctionnent pour la vie politique comme pour la vie scolaire. Elles nous disent quelque chose et nous faisons toujours des alliances dans la vie, heureusement, et elles ont différentes dimensions. Donc, surtout, ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs partagés. Je crois que c'est le cas entre les différentes composantes diverses qui sont derrière le gouvernement aujourd'hui. Voilà, des propos recueillis par Mathieu Verrier, un habituel de cette matinale d'info. Il faut signaler que ce livre pour les vacances est expérimenté cette année dans 3 académies, Aix, Marseille, Nantes et Lille. Voilà, direction les Vosges maintenant avec un colloque à Vittel qui revient sur l'histoire du camp d'internement créé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands dans la cité thermale. Les invités d'honneur du colloque sont le couple mythique militant anti-nazi Beate et Serge Karlfeld. Et c'était ce week-end et Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions y a assisté.
C'est un couple mythique, surnommé les chasseurs de nazis. On leur doit notamment le procès de Klaus Barbie. Serge et Beate Klarsfeld sont les invités d'un colloque à Vittel. 2 jours pour revivre une page d'histoire souvent méconnue des Vosgiens eux-mêmes. Dans la cité thermale, de mai 1941 à octobre 1944, les Allemands ont créé un lieu d'internement pour des prisonniers civils qui devaient servir de monnaie d'échange. Des prisonniers anglo-américains qui étaient censés être échangés contre des ressortissants allemands. 2e fonction du camp de Vittel, qui s'est retrouvé au cœur, au centre de l'affaire des passeports sud-américains des juifs polonais du ghetto de Varsovie, et qui se sont retrouvés ici, qui pensaient trouver dans le camp de Vittel un refuge et qui ont été finalement pris dans la nasse. Des milliers de prisonniers seront internés à Vittel. Le quotidien ici n'a rien à voir avec les camps d'extermination. Dans les hôtels de la ville et le parc cerné de Barbelé, on ne meurt pas de faim et de torture. Les détenus peuvent être soignés et profiter d'activités culturelles, mais les apparences sont trompeuses. Ce lieu sert surtout de propagande et les Klarsfeld connaissent par cœur la perversion nazie. Je vois cette merveilleuse ville où les gens viennent pour observer, pour prendre la cure. Alors maintenant on dit que Vittel est aussi un camp d'internement où les internés vivaient sous des conditions horribles et puis aussi de là partir en déportation pour être gazés à Auschwitz. Donc je crois que c'est nécessaire. Bon, les historiens ont fait un travail extraordinaire. L'histoire du camp de Vittel, ce sont aussi 2 convois qui partiront vers les camps de la mort. Des trains qui emmènent des juifs polonais, mais pas seulement. À Vittel, vous avez une gigantesque tragédie qui s'est passée, la déportation de 160 juifs de Pologne qui étaient là. Il y avait 56 enfants juifs qui ont été déportés. Et le 13 avril 1944, donc 15 jours plus tôt, c'était 52 enfants des Vosges qui, arrêtés par les Allemands dans les différentes localités, sont partis pour Auschwitz également. Serge Klarsfeld n'oublie pas non plus que l'un des plus grands poètes juifs, Itzhak Katznelson, sera interné à Vittel. Il y écrit le chant du peuple juif assassiné, puis enterre son œuvre poétique sous un arbre du parc, avant d'être déporté et assassiné à Auschwitz. La résistance s'écrit aussi à Vittel, celle de 2 femmes, des justes, qui tentent de sauver des prisonniers. Elles risquaient d'être arrêtées si le commandant allemand avait su ce qu'elles faisaient, elles auraient vraisemblablement été envoyées dans un camp de concentration au régime beaucoup plus sévère en Allemagne, où là, elles risquaient leur vie. Par défaut de survivants, ils ont cessé la traque des responsables de la Shoah, mais les Klarsfeld poursuivent un combat jusqu'à leur dernier souffle, comme ils disent, contre la montée des extrémismes, du retour des néo-nazis en Allemagne. Serge Klarsfeld avait également pris position pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Le combat, on l'a mené contre les criminels nazis, on le mène pour la mémoire et on le mène également politiquement. Le colloque se poursuit à Vittel. Les conférences sont ouvertes à tous, initiées par la bibliothèque médiathèque. Une cérémonie du souvenir est également organisée par la ville pour dévoiler une plaque commémorative. Vous vous rappelez Minority Report avec Tom Cruise? Eh bien voilà un robot en salle d'opération. Une démonstration spectaculaire à la clinique mutualiste de Pessac en Gironde. C'est en effet un robot piloté par un chirurgien qui a opéré un patient. Un équipement ultra moderne et plein d'avantages, mais sans coût supplémentaire pour le malade. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde. Des gestes d'une précision micrométrique, une ergonomie de travail et une vision de l'acte chirurgical inégalée, c'est ce que propose le robot chirurgical Da Vinci. Une première ici en Nouvelle-Aquitaine pour un établissement mutualiste comme celui de Pessac qui a lourdement investi dans cet outil, une nécessité d'être toujours à l'avant-garde technologique dans le parcours de soins. C'était une réflexion que nous avions depuis de nombreuses années, d'être en capacité de proposer ces techniques à nos patients, mais ce sont des dossiers compliqués, difficiles à monter, il faut des autorisations, il faut aussi avoir des chirurgiens qualifiés, ce qui est le cas aujourd'hui sur notre établissement. Et puis c'était une demande forte de nos patients de pouvoir bénéficier d'un parcours de soins intégré, coordonné au sein de l'établissement, sans avoir à changer d'établissement en fonction de ses pathologies.
Donc aujourd'hui, après beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et beaucoup de formation, on est en mesure aujourd'hui de proposer cette offre à l'ensemble de nos patients. La véritable révolution se fait donc ici au bloc opératoire où le chirurgien n'est donc plus au contact du patient. Il dispose donc d'un assistant qui est le robot qui reprend la gestuelle chirurgicale imprimée du bout des doigts par le médecin opérant. À l'aide de cette chirurgie robotique, on a la possibilité de repousser les limites des interventions chirurgicales réalisées en célioscopie qui nous posaient un certain nombre de contraintes. Et notamment, on a pu nettement réduire les séquelles opératoires. On a, grâce à ce robot Da Vinci, la possibilité de réduire les pertes sanguines, de réduire la douleur post-opératoire, et toutes les complications périopératoires sont réduites par cette chirurgie robotisée. Et d'autre part, en termes de séquelles post-opératoires sur des fonctions particulières, que ce soit la fonction du rein après une chirurgie de tumeur du rein, que ce soit la fonction urinaire après un remplacement de vessie pour cancer, ou que ce soit la continence et les capacités sexuelles du patient sont préservées au mieux par cet instrument. Aujourd'hui encore réservé dans cet établissement aux opérations urologiques, il devrait dès la rentrée s'étendre à la chirurgie digestive. Voilà, et au moment où le gouvernement envisagerait d'autoriser des pesticides jusqu'ici interdites, c'est en tout cas ce que disent certains médias ce matin, protégeons les abeilles. C'est le mot d'ordre des Happy Days, une initiative qui a lieu partout en France ce week-end. Ces journées visent à sensibiliser le public au rôle des abeilles pour l'environnement. Entre ateliers et dégustations de miel de toutes sortes, les apiculteurs espèrent éduquer les consommateurs. Marie-Laure Lejeune pour TV Sud. Une petite dose sucrée pour bien commencer la journée. Et votre préféré ? Le miel de lavande. Pourquoi celui-là ? Parce que j'étais dans le Midi, j'ai été élevée dans le Midi et que j'ai toujours eu ce miel-là. À la maison méditerranéenne des vins, au Gros du Roi, les Happy Days ont débuté. Cette campagne, à l'échelle nationale, propose des activités pour les enfants, de la dégustation, mais a vocation à interpeller sur le rôle des abeilles pour la flore. En fait, 80% des espèces sont pollinisées par les abeilles. Donc c'est très important effectivement de protéger les abeilles et de sensibiliser les consommateurs. Grâce à un partenariat avec l'UNAF, le syndicat national des apiculteurs, 6 ruches ont été installées sur un balcon à proximité. Le miel produit a de multiples saveurs. Alors ici, ce sont les arbres, les fleurs méditerranéennes, surtout le tamaris, hein, c'est un arbuste qu'on voit partout, qui est dominant et qui fait une belle floraison. Et ensuite, toutes sortes de fleurs locales, hein, cistes, des lauriers, bon, après il y a les arbres, le pin. La concurrence avec les miels de mauvaise qualité venus de l'étranger met à mal la profession. Depuis les années 1990-1995, la production de miel a chuté grandement en France. On est passé de 40 000 tonnes à peine 10 000 tonnes actuellement. Les apiculteurs perdent aujourd'hui 30% de leur cheptel. Est-ce que vous imaginez ce que ça ferait dans une autre filière ? Je crois que ça serait la révolution, quoi. Pour sauvegarder ces butineuses, l'UNAF appelle les particuliers à ne pas utiliser de pesticides dans leur jardin et à soutenir la profession en achetant du miel de qualité chez les apiculteurs ou en magasins spécialisés. Voilà, fin de ce journal préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, la une de vos quotidiens en région ce matin. On démarre avec la nouvelle République du Centre-Ouest et la semaine capitale sur le front social à la une de ce quotidien. Pour la Provence, c'est Gaudin qui se confie sur les élections et sa succession dans la Provence et ce qu'il pense également du nouveau président Emmanuel Macron. Pour la Voix du Nord, c'est la région terre d'exil, point d'interrogation, avec 37% d'arrivée pour 54,7% de départ en 2016 dans le Nord. Pour le Parisien, c'est la fiscalité, tout ce qui va changer pour vous. Impôt sur le revenu, taxe d'habitation, CSG, les réformes envisagées favoriseront ceux qui contribuent à l'emploi et à la croissance. Parmi les perdants,
les retraités. C'est à la une du Parisien aujourd'hui. Pour l'Union de Reims et étudiants, nos conseils logement, les studios, la colocation, quelles sont les principales solutions pour trouver un logement à moindre coût? Une belle une pour l'Union de Reims. Alors regardez si vous êtes étudiant. Pour l'Écho de Haute-Vienne, le salon aéronautique Le Bourget fait planer. Le traditionnel salon aéronautique du Bourget a rassemblé une fois encore la foule des gros acheteurs et celle des passionnés de l'aviation et de l'aventure spatiale. On en parlera tout à l'heure avec Cyril Peter du Parisien qui a fait une enquête, un sujet sur ce que l'armement rapporte comme emploi en France. Cap sur New York pour le Télégramme avec en toile de fond le majestueux Queen Mary 2. 4 des plus grands marins de course au large au monde ont pris hier à Saint-Nazaire un départ spectaculaire à destination de New York dans une course inédite mettant aux prises d'exceptionnelles machines de compétition. Magnifique une du Télégramme de Brest aujourd'hui. Cap sur New York. Pour Centre Presse, le journal de l'Aveyron, c'est l'Aveyron veut s'inspirer de la Silicon Valley. 10 entrepreneurs aveyronnais se sont rendus récemment en voyage d'études dans la Silicon Valley en Californie où cohabitent les géants de la technologie numérique. C'est un voyage riche en enseignements et un exemple à suivre que vous compte aujourd'hui Centre Presse, le journal de l'Aveyron qui veut s'inspirer de la Silicon Valley. Et puis, ça sent les vacances aussi dans la presse quotidienne régionale aujourd'hui avec l'Occitanie Paris sur sa montagne. La région ouvre aujourd'hui une large concertation afin de créer un parlement de la montagne. Un habitant sur 5 est concerné et c'est la Dépêche du Midi, bien entendu, qui fait sa une sur ce sujet. Pour Sud-Ouest, eh bien, c'est les vacances et si vous partiez dans la région, en devenant la Nouvelle-Aquitaine et en s'ouvrant à de nouvelles contrées touristiques, la région s'est enrichie de sites jusqu'alors méconnus. Le comité de tourisme veut inciter les nouveaux Aquitains à les découvrir hors saison aussi. Et vous savez qu'aussi Arnold Schwarzenegger a été célébré et a célébré le vin de Bordeaux à Libourne hier. Et c'est dans Sud-Ouest également. Aujourd'hui, vous vous en doutez. Enfin, pour le populaire du centre, c'est des vacances improvisées. Laissez-vous guider pour vos congés qui se rapprochent dangereusement si vous n'avez rien de prévu. Tout n'est pas perdu, les solutions existent pour réussir tout de même à tailler la route et le populaire du centre vous donne, notamment dans l'édition de Haute-Vienne, tous les conseils nécessaires. Voilà, sans transition, on n'est pas dans les vacances. J'accueille aujourd'hui Pascal Jalabert des dernières nouvelles d'Alsace, qui n'est pas en vacances. Bonjour Pascal. J'accueille Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées. Bonjour Jean-Michel, merci d'être avec nous. Et j'accueille Cyril Peter, un nouveau dans cette matinale d'info du Parisien. Bonjour. Écho, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Il pourrait y avoir 8 groupes à l'Assemblée nationale. Du jamais vu. Nous allons aborder le décryptage d'un week-end politique chargé avant une semaine qui ne le sera pas moins. Chez En Marche, on a vu le Premier ministre Édouard Philippe vouloir peser à la tête de la majorité après ce séminaire pour organiser un petit peu le travail des nouveaux élus. Pendant ce temps, c'est la guerre des droites qui a débuté à l'Assemblée. Chez les Républicains, Xavier Bertrand a lancé dimanche un pavé dans la mare en annonçant qu'il ne se présentait pas à la tête des Républicains mais en attaquant Laurent Wauquiez, accusé de courir après l'extrême droite. On en parlera avec Pascal Jalabert. Enfin, au Modem, Marielle de Sarnez a renoncé dimanche à être candidate à la présidence du groupe. Mais elle est revenue à Marc Fesneau, qui elle-même briguera la présidence d'une commission. Enfin, au Parti Socialiste, alors là, c'est la fin d'une époque. Le quinquennat a exacerbé les fractures et les quelques députés qui ont réussi à se sauver ne veulent pour la plupart plus entendre parler du Parti Socialiste version ancienne. Jean-Michel Elvig. Oui, ce qui est frappant, pour ceux qui suivent la politique depuis longtemps, c'est le côté recommencement. On a l'impression que c'est les mêmes éternel recommencement. Quand les socialistes, mais ça serait vrai aussi pour la droite, on en parlera après. Quand il y a un très très gros problème, qu'est-ce qu'on dit? On dit il faut réfléchir, il faut discuter, il faut débattre, retravaillons le projet, etc., etc. Parce que tout ça est un écran de fumée parce que discuter, débattre, ils n'arrêtent pas. Hein. Donc les positions des uns et des autres sont parfaitement connues. En fait, tout se résume souvent à des questions d'opportunité tactique ou bien de ralliement à telle ou telle personnalité. Après 93, où le PS était dans une situation peut-être moins grave, mais quand même qui était assez difficile, finalement, ils se sont refait une santé parce qu'il y a eu un Jospin qui a bien figuré à la présidentielle de 95. Là, le problème, c'est que maintenant, au PS, des Jospin et citons des Rocard, on en cherche. Avec un groupe qui pourrait naître avec Manuel Valls et les radicaux de gauche, Pascal Jalabert.
Mais ce serait le 8e à l'Assemblée, ça confirmerait que la bombe Macron, c'était une bombe à fragmentation de la droite et aussi de la gauche. On va avoir une Assemblée avec 2 groupes de contestation à gauche, un groupe de constructifs de gauche, un groupe de constructifs de droite, et un PS qui ne sait pas trop où se situer là au milieu, et puis une droite d'opposition. Donc, qu'est-ce que va donner tout ça? Je pense qu'on verra au coup par coup, sur chaque projet de loi, comment ce mécano va s'imbriquer. Comment vont se comporter ces nouveaux députés qui étaient réunis en séminaire ce week-end, un peu pour apprendre le métier, Cyril Peter? C'est un peu la question. On se dit, ce sont des novices, peut-être même des godillots. Vont-ils suivre comme ça, les yeux fermés, Emmanuel Macron? Pour l'instant, on a l'impression qu'ils sont très disciplinés. Derrière, Richard Ferrand, le maréchal, qui veut les emmener. Ferrand, en quelque sorte. Alors, il a été élu quasi à l'unanimité, c'est quasi un plébiscite. Ils vont être comme ça tout le temps? C'est-à-dire, ils vont, à votre avis, plébisciter ce qui leur sera indiqué? Tout dépend en fait des thèmes. Est-ce que, par exemple, sur des thèmes peut-être clivants comme la lutte contre le terrorisme, est-ce qu'il y aura cette discipline? On va voir en fait dans les prochains mois, sur certains points, il y aura peut-être quelques fractures. Peut-être aussi des gens qui sont moins novices, les novices peut-être, qui sont moins prévisibles que d'autres peut-être. On peut espérer plusieurs courants, là, comme disait Cyril Peter, les novices, et puis ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui vont leur apprendre les choses, Jean-Michel Helvig. Oui, enfin, on peut spéculer comme ça. Comme précisément, c'est un groupe qui ne ressemble à rien de ce que l'on a connu, par définition, il peut tout prévoir. Il peut tout se passer, mais en même temps, il ne faut pas exagérer. Ces gens-là ont été élus parce qu'ils étaient derrière Macron, ils ont soutenu la campagne de Macron, etc. Cela dit, il y a en plus, cela dit, après, effectivement, comment ils vont réagir. Surtout que ce n'est pas des professionnels, beaucoup ne sont pas des professionnels. Pas tous, mais beaucoup ne sont pas des professionnels de la politique. Ce ne sont pas des gens qui s'inscrivent dans la perspective d'une carrière politique. Donc, est-ce que ça sera aussi contrôlable que l'étaient les anciens professionnels de la politique? Pascal Jalabert. Oui, il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, dans son dispositif, il y a quand même les cabinets de l'Élysée et de Matignon qui sont musclés, qui travaillent ensemble, ce qui est quand même un peu nouveau. Et puis, à la tête des administrations, il a bien dit qu'il mettrait des personnalités, enfin des patrons d'administration qui accompagnent la politique. Donc du coup, moi je pense que le gouvernement, la gouvernance du pays, elle va davantage se faire à ces endroits-là qu'à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire on va avoir un exécutif entre guillemets un peu à l'américaine, et puis un Parlement qui contrôle un peu, qui corrige un peu, mais pas plus. Cyril Peter, on a vu un Premier ministre, Édouard Philippe, vouloir peser à la tête de cette majorité. Sa majorité qui est en même temps pas tout à fait sa majorité à lui. Bah non, surtout qu'en plus, il y a essentiellement des ex-socialistes. Le gros parti, c'est, on va dire, un gros tiers, ce sont des ex-socialistes. Près de 126 viennent de gauche. Donc il faut aussi qu'ils se fassent en quelque sorte accepter par ces anciens Comment peut-il se faire accepter justement? Comment peut-il imposer cette autorité? Déjà être visible, comme il le fait. On le sent dans les médias. Il est allé à la Réunion tout de suite, exactement. Du groupe. Voilà, se montrer. Et puis peut-être sur certains points, je sais pas, je pense par exemple sur la loi travail, faire quelques gestes envers ceux qui viennent de gauche. Alors pendant ce temps, on va vers un duel Wauquiez-Pécresse chez les Républicains. Tout à l'heure, on interrogera notre invité politique à 8h, c'est Roger Carucci, le sénateur des Hauts-de-Seine, ancien ministre des Relations avec le Parlement, donc un classique du parti gaulliste. Mais la bataille s'annonce entre deux présidents de région, au fond, Pascal Jalabert. Alors, il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire que les primaires, c'est terminé. Donc, on risque de revenir à un patron du parti qui soit le candidat automatique à la prochaine présidentielle. Donc, l'enjeu, aujourd'hui, très clairement à droite, c'est de prendre le parti. Celui qui n'aura pas le parti va se retrouver en grande difficulté, d'autant qu'il ne sera même pas à l'Assemblée, puisqu'avec le cumul, donc en effet, on a deux présidents de région. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 13 régions en France. C'est ce que nous disions dès 2015. Sont devenus des barons, des personnalités. Des gouverneurs, on dit même. Des gouverneurs. Et puis surtout, l'élection régionale, c'est un an avant la prochaine présidentielle. Donc, ça va être un tremplin. Alors, on tient un journaliste du Parisien sur ce plateau, Cyril Peter. Valérie Pécresse, parlez-nous d'elle un peu. Elle tient cette ambition pour aller à la tête du parti. De quoi? De quelle expérience, au fond? C'est la présidente de la région la plus peuplée de France. Donc déjà, elle pèse. Et puis, on l'a vu hier, elle a aussi le soutien des troupes, les Républicains, derrière un autre président de région des Hauts-de-France, Bertrand, qui, lui, lutte contre le FN.
en tapant sur les provoqués qui couraient après l'extrême droite. Donc il s'agit en fait de se différencier entre d'un côté les constructifs de droite, avec Thierry Solaire par exemple, et ceux qui couraient derrière l'extrême droite, les provoquer. Alors, Jean-Michel Elvig, il y a aussi une inimitié, entre guillemets, entre Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. D'abord, ils ne sont pas sur la même ligne politique, et en plus, ils ne s'entendaient pas très bien non plus. Ça doit exacerber les choses, ça. Ah, c'est pas du tout les mêmes références, et surtout, c'est pas ce que souligne, et ce qui est important dans l'interview de Xavier Bertrand, auquel vous faisiez allusion, c'est qu'il cible bien le problème. Le problème, c'est souvent les partis, on dit les partis en général, les militants, mais à l'intérieur des partis, il y a des réseaux très puissants, très organisés, qui sont peut-être pas majoritaires, mais qui par leur activisme arrivent à peser. Et c'est le cas de Sens Commun, qui est l'émanation de la Manif pour tous, qui a pesé en faveur de Fillon, avec le succès que l'on sait. Et c'est ça qui pose un énorme problème à Bertrand, et d'une certaine façon on voit une espèce de symétrie entre les Républicains et façon Wauquiez et le PS, c'est que ils ont perdu sur une ligne de droite. Wauquiez dit qu'il faut être encore plus à droite, et le PS qui s'est retrouvé à 6% sur une ligne très à gauche dit qu'il faut être encore plus à gauche. Oui, le PS et les Républicains ont en effet le même problème, c'est-à-dire qu'au PS, les militants étaient beaucoup plus à gauche que les électeurs, et chez les Républicains, c'est pareil. Ils ont des militants à une base beaucoup plus à droite que leur potentiel de vote et leurs électeurs. Donc du coup, c'est difficile de faire le joint entre tout le monde, et c'est vrai que Sens Commun a surpesé par rapport à ce qu'il représente au niveau national sur la campagne, et là, le risque, c'est que ces groupes actifs, par leur activité, et puis parce qu'aussi ils peuvent amener quelques subsides, c'est important, pèsent beaucoup plus que ce qu'ils ne représentent. On va terminer avec Cyril Péter. Il y a eu une enquête intéressante dans le Parisien Écho aujourd'hui. Cyril, les contrats d'armement dont la France est spécialiste génèrent des emplois, beaucoup d'emplois, partout dans le pays. Et il y a des équipes qui s'activent que vous avez rencontrées. Exactement, voilà. Donc l'idée en fait... Après le Bourget, enfin. Voilà, c'est ça, ouais. En fait, dans ce contexte, on annonce beaucoup de gros contrats avec les Rafales notamment, que l'on vend au Qatar, à l'Égypte, etc. L'armement, c'est mon boulot, vous titrez. C'est ce qu'on dit, voilà, un titre un peu accrocheur, évidemment. Puis l'idée, c'est de montrer que derrière ces gros contrats, il y a des histoires, il y a des métiers, des savoir-faire, il y a des possibilités d'évolution au sein d'une entreprise, il y a des enjeux de formation. Beaucoup d'argent, hein. Évidemment, on peut parler, par exemple, du contrat signé avec l'Australie, un méga contrat, 12 sous-marins Barracuda, vendus 35 milliards d'euros, à la clé 3000 emplois. Alors, surtout, il y a des grosses entreprises, on les connaît, Dassault, Airbus, DCNS, Safran, Thales, mais aussi, on le sait moins, des petites et moyennes entreprises qui en vivent. Exactement. Dans cet écosystème, en tout, il y a 4000 PME et ETI qui, parfois... 4000, c'est énorme. C'est beaucoup, et dans toute la France. Hein. Et parfois, en fait, très souvent plutôt, ces PME ou ETI vont travailler à la fois dans le civil, mais aussi dans le militaire. Donc, ils peuvent jongler à la fois avec les deux. Si ça va moins bien dans le civil, ils peuvent ensuite s'appuyer sur... Pour les jeunes qui nous écoutent, qui sont en recherche d'emploi, c'est quelle filière? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ces filières professionnelles qui sont passionnantes, par ailleurs, vous le dites dans l'article? Alors, moi, je pense tout de suite au métier d'ingénieur. Il y a un grand manque d'ingénieurs. Donc, les écoles d'ingénieurs, les filières d'ingénieurs. Voilà, c'est ça. Ou designer industriel. On est bon en France là-dessus? Oui, il y a un savoir-faire, mais il y a un manque de bras. Et je suis allé, par exemple, à Bourges, chez le missilier européen MBDA, leader en Europe, et clairement, il y a un manque de jeunes. Ils cherchent essentiellement des jeunes diplômés, mais ils ne le trouvent pas. Merci Cyril Péter, votre enquête, votre article dans le Parisien Écho aujourd'hui sur l'industrie de l'armement qui procure beaucoup d'emplois. Merci beaucoup Pascal Jalabert des dernières nouvelles d'Alsace et Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées. On vous retrouve tout à l'heure d'ailleurs. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements français d'outre-mer. On le regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, l'invité politique dans quelques minutes, c'est Roger Carucci, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, ancien ministre des Relations avec le Parlement, qui sera interviewé par Michael Zamès et Véronique Jacquier. Mais on passe tout de suite aux Appellisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Emmanuel Macron gère son image de président jeune et dynamique pour soutenir la candidature de Paris 2024. Jouer des muscles, mais rester au-dessus de la mêlée. Emmanuel Macron veut être ce genre de président. Alors, comment faire? Tout d'abord, fermer les grilles de l'Élysée et verrouiller la communication. On nous a reproché de dire vous voulez supprimer des fonctionnaires. On ne veut pas supprimer des fonctionnaires pour enlever du service. On veut diminuer la dépense publique. Je crois qu'il est temps de faire en sorte de dire aux Français qu'on n'est pas un bon politique quand on dépense plus que ce qu'on a. Pour l'environnement, le voici avec Arnold Schwarzenegger, alias Terminator. I'm here with President Macron. We are talking about environmental issues and the green future. So now we will deliver together to make the planet great again. Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, bénéficie de 64% d'opinion favorable. Le Premier ministre progresse même de 9 points par rapport au mois de mai. Parlons des 308 députés de La République En Marche. Ils se sont retrouvés tout le week-end pour un séminaire de travail. Est-ce que c'est pas d'éviter les futurs frondeurs ? Non, pas du tout. C'est un séminaire d'un groupe qui vient d'être élu et qui se réunit pour prendre ses marques et organiser la façon dont il va travailler. C'est bien naturel. Ça a été dit à maintes reprises ce matin. N'hésitez pas à faire entendre vos points de vue variés. Et quand vous n'êtes pas d'accord, faites-le savoir, mais aussi en amont que possible dans la discussion. Il ne s'agit pas d'aller porter la contestation devant les caméras. Mais certains ont fait quelques écarts de conduite en postant des photos sur les réseaux sociaux. Pas de quoi fâcher le Premier ministre Édouard Philippe, venu les briefer. S'il vous plaît, vous pourriez faire une photo, parce que j'arrive à l'Assemblée nationale, mais je vais y arriver en vélo. Et comme je suis tout seul... Vous voulez que je vous prenne en photo? Oui, ça vous ennuie pas? Je suis Pierre Cabaret, je suis député, ouais. Pour leur chef de groupe, Richard Ferrand, élection à main levée hier. Aucune place pour la contestation. C'est toujours émouvant d'être encouragé par l'ensemble des collègues, de se sentir très unis, rassemblés. Je peux témoigner de l'acclamation forte. Vous savez, toutes les femmes et les hommes qui ont été élus députés savent ce qu'ils doivent à Richard Ferrand. Chez les Républicains, la guerre des chefs est ouverte. Qui prendra la tête du parti? En tout cas, ce ne sera pas Xavier Bertrand, longtemps pressenti. Et pour cause, ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus, dit-il. Cible particulière dans son viseur, Laurent Wauquiez, ceux qui comme lui n'ont pas choisi à la présidentielle entre Macron et Le Pen. En réalité, il n'y a plus grand-chose en commun entre nous. Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. Et on n'a peut-être plus grand-chose à faire ensemble. On a un parti qui est malade, et malade du fait de ne pas avoir travaillé ses idées depuis très longtemps, et non pas comme je l'entends depuis quelques années, mais depuis bien plus longtemps. Ce soir, dans un tweet, Laurent Wauquiez répond à ces attaques. Ne laissons pas les médiocres aigreurs nous détourner du seul objectif qui compte, la reconstruction d'une droite fière de ses valeurs. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Roger Carucci. Bonjour. Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine. Vous êtes ancien ministre des Relations avec le Parlement. Et pour vous interroger ce matin, à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Michael Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Michael, bonjour. Merci d'être avec nous. Roger Carucci, ce soir on connaîtra les chiffres du chômage. On sait déjà que 90 000 postes ont été créés au premier trimestre. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut quelquefois dire merci à François Hollande? Pas que là-dessus. Mais je pense, oui, il peut lui dire merci, parce que même si, à mon sens, ça n'a pas beaucoup de signification. Pourquoi? Parce que les 2 dernières années, 2015-2016, 2 dernières années pleines du quinquennat de François Hollande, il y a eu beaucoup de création de stages, de gens rentrés en formation. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte que les chiffres du chômage soient meilleurs pour arriver au présidentiel. Pas assez pour que Hollande se représente, mais suffisamment pour que Macron en profite. Alors c'est vrai qu'il y a en parallèle un petit peu de croissance supplémentaire, qui fait qu'il y a aussi de la création d'emplois marchands. Tant mieux pour la France et tant mieux pour Macron. En attendant, le ministre de l'économie dit que pour arriver sous cette fameuse barre des 3%, c'est pas gagné pour l'instant. Est-ce qu'il prépare les Français à une sorte de tour de vis
budgétaire. Ah, mais naturellement. Enfin, tour de vis, je ne sais pas ce que vous appelez tour de vis. Clairement, d'ailleurs, on l'a déjà dit. En tout cas, que les promesses tenues pendant la campagne ne seront pas forcément tenues. La commission des finances du Sénat avait déjà dit, dès le début de cette année, que l'objectif des 3% ne serait pas respecté. Et qu'il y avait une série de dépenses plus ou moins dissimulées qui allaient devoir être faites et qu'en tout état de cause, on n'y serait pas. Ça veut dire que, très probablement, il faut s'attendre à une réduction de dépenses publiques dans un certain nombre de secteurs, surtout si on veut atteindre, comme l'a dit le gouvernement, l'objectif des 2% sur les crédits de la défense, et en parallèle à une augmentation des impôts. C'est-à-dire que la CSG va être augmentée, un certain nombre d'éléments financiers vont devoir se faire. Alors est-ce que ce sera un tour de vis? En tout état de cause, ça ne va pas être facile pour tout le monde, oui. Sur la loi travail, Muriel Pénicaud n'a pas renié, hier dans le JDD, l'extension du contrat de chantier à d'autres secteurs que le BTP. Contrat de chantier, ça veut dire un contrat pour une mission, sans licenciement avec un contentieux. Est-ce que ça vous approuvez quand on parle de façon de faire réduire le chômage? Oui, on a déjà dit d'ailleurs que attendons d'avoir le texte de la loi d'habilitation sur la réforme du Code du travail. On a déjà dit que ceux qui iraient dans le sens d'une meilleure souplesse, je n'aime pas la précarité, je veux dire, tout ce qui sera précarisation de l'emploi, moi oui, mais là, quelque part, c'est une précarisation de l'emploi, parce que c'est le CDD sans la précarité. Oui, enfin, sans la prime de précarité, d'ailleurs. C'est des CDD adaptés, quand même. C'est pas du CDD classique, et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que pour certaines entreprises qui ont certains types d'emplois, on libère, ou est-ce qu'on dit non, les règles sont très strictes, sur le coup, elles emploient personne, et donc personne ne rentre dans l'emploi. Il faut trouver un juste milieu dans la loi d'habilitation entre assouplissement, facilitation, si je puis dire, de l'embauche, et en même temps que ça n'aille pas. Vous voterez cette loi d'habilitation? Attendez que je la vois quand même. Mercredi au Conseil des ministres. Je sais qu'on est là pour lever la main. Ce sont des ordonnances, Roger Carotti. Moi, j'ai la vie devant moi. J'attends que la loi d'habilitation arrive. On en parlera. Après, il y aura les ordonnances, mais la loi d'habilitation, on a le droit d'en parler quand même. Alors, Emmanuel Macron, visiblement, envisagerait de convoquer un congrès à Versailles le 3 juillet prochain. Visiblement, le 4 juillet, il y aura le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Parce que là, on peut dire que c'est une forme d'humiliation pour le Premier ministre. Oh, vous savez, moi j'ai connu un président de la République qui avait dit que le Premier ministre était un collaborateur. Donc Nicolas Sarkozy sur François Fillon. Il le traite comme un collaborateur? J'en sais rien. Non, parce que je pense qu'Édouard Philippe, n'appartenant pas à l'origine à la même mouvance politique que M. Macron, le président de la République est quand même, à mon avis, un peu obligé de faire attention. En revanche, ce qui est certain, et on l'a dit depuis le début, c'est que le président de la République a une conception très centralisatrice du pouvoir. Et quand vous voyez que, par exemple, un certain nombre de conseillers ou collaborateurs, pour de bon cette fois, de l'Élysée et de Matignon sont communs, vous vous dites, bon, le contrôle par l'Élysée... transmission ? Est-ce qu'il peut Non, ça veut dire probablement que quand Nicolas Sarkozy disait vous m'avez élu pour que je sois un président actif, il y a un actuel président qui ne l'a pas dit dans la campagne, mais qui va le faire encore plus que Nicolas Sarkozy. Donc il assoit son autorité sur les parlementaires, en quelque sorte. J'ai cru comprendre que déjà à l'Assemblée nationale, il l'avait fait. C'est-à-dire ? C'est lui qui a décidé qui était président du groupe. Ça vous a choqué ? Richard Ferrand, élu président du groupe. Élu, c'est beaucoup dire. Et pour le reste, non, moi je pense qu'à un moment, et on est à ce moment, il y a le débat parlementaire, la liberté parlementaire et l'efficacité. Et je pense que, pour le moment, le président de la République est plus sur l'efficacité que sur le débat. C'est Roger Carucci, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, ancien ministre des Relations avec le Parlement, qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin. Roger Carucci, chez les Républicains, c'est la course à la présidence du parti. Xavier Bertrand ne sera pas candidat, il soutient Valérie Pécresse contre Laurent Wauquiez. Vous allez être candidat vous-même ? Moi, j'ai vu un interview de Xavier Bertrand. À ma connaissance, Valérie Pécresse n'a toujours pas dit qu'elle était candidate, donc c'est sympathique de dire moi je soutiens Valérie Pécresse si Valérie Pécresse dit non, moi finalement. On va voir.
Mais est-ce que vous je ne vous cache pas que parti comme ça, et même si chacun sait mes liens et mes préférences, je réfléchis. Donc Roger Carucci pourrait être candidat à la présidence des Républicains. Franchement, quand je vois un certain nombre de gens qui ont recherché des parrainages, je peux le faire aussi. Ça vous intéresserait dans le maelstrom dans lequel le parti est aujourd'hui? La seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est de dire, je n'ai pas d'ambition, je ne cherche pas à remonter le parti, à réorganiser le parti pour en faire une machine de guerre pour être candidat. Mais en revanche, si mes quelques capacités d'organisateur peuvent servir à réorganiser, je servirai quelqu'un d'autre. Donc vous êtes presque officiellement candidat. Officiellement. On a le droit de réfléchir dans ce monde. C'est le fait d'avoir été en charge des relations avec le Parlement. Vous verriez partager une direction collégiale? Ça, de toute façon, avant même l'élection à la présidence, qui n'est pas immédiate, puisqu'on est en train d'en débattre. Est-ce que c'est en novembre? Est-ce qu'elle est reportée à début 2018? Ça n'est pas réglé. Peut-être pour un report? Si, c'est-à-dire, il y a un argument pour, un argument contre, pardon. L'argument pour, c'est de dire, attendez, dans l'état dans lequel on est, si on met nos adhérents, nos militants dans la situation de dire, à peine vous sortez de la débâcle la présidentielle, vous sortez du Waterloo des législatives, allez hop, on est reparti comme en 14. Les mecs vont dire, mais ils ont que ça à faire. Donc, je peux comprendre qu'on ait besoin d'un report. D'un autre côté, reporter, c'est se dire que pour le moment, on reste dans l'intérimaire, dans le transitoire, et ce n'est pas forcément bon. Mais si on en croit à Xavier Bertrand dans l'interview qu'il a donnée, vous ne vous aimez plus entre républicains, donc c'est le divorce? Non, je ne sais pas si on ne s'aime plus. La vérité, c'est que lorsque Jacques Chirac a pris l'initiative de créer l'UMP, c'était pour dire, attendez, on n'y arrive plus, on est dans une famille politique qui ne dépasse pas 18 à 20%, soit on se dit RPR et UDF se mettent ensemble et ça fait 30-35, soit on reste à 20. C'est fini ça. Donc, mais oui, mais le problème, c'est que c'était vrai au début de l'UMP, et on a fait des gros scores et on a gagné les élections et tout. Puis finalement, à force de plus petits communs dénominateurs, parce que sur l'Europe, parce que sur le social, parce que sur le sociétal, comme il fallait que tout le monde soit d'accord, on disait plus grand-chose, soyons francs. Et à force de ne plus dire grand-chose, nos électeurs ont dit bah, ils ne nous intéressent plus. Et donc on est passé de 30 à 35% des débuts de l'UMP à 20%. Si c'est pour se retrouver à 20%, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se redire deux familles avec plus d'extension? Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt pour l'unité de la famille. Mais comment concevoir, organiser l'unité de la famille et la diversité de la proposition et de l'offre? Si on n'est pas capable de le faire, il ne faut pas rester ensemble. Roger Carucci, qu'est-ce que ça veut dire être de droite aujourd'hui, quand on voit justement la vague Macron, quand on voit que 20% des électeurs des Républicains ont voté La République En Marche au premier tour des législatives, par exemple? Oui, mais parce que la confusion, soyons clairs, l'étranglement du débat des présidentielles. Moi, franchement, par exemple, j'ai soutenu, chacun le sait, Nicolas Sarkozy à la primaire. J'ai soutenu loyalement François Fillon ensuite. J'étais de ceux qui pensaient à un moment qu'éventuellement il pourrait se retirer, mais en même temps, dès qu'il a dit qu'il ne se retirerait pas, j'ai fait la campagne loyalement jusqu'au bout, sans broncher. Parce que quand vous avez un candidat, il faut aller au terme. C'est comme ça la vie. Bon, mais en même temps, moi je me mets à la place de nos militants, de nos électeurs. Franchement... Quand vous avez vu ce qui s'est passé, quand vous avez vu ce qui s'est passé au présidentiel, quand on est arrivé comme ça, les types, enfin mes propres militants me disent franchement, Roger. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire être de droite? Voilà, moi je crois que être de droite, c'est avoir le sens de l'autorité de l'État, probablement aussi une certaine idée de la nation et une certaine idée du fonctionnement et de la conception de la République. Je ne dis pas, attendez, parce qu'on nous dit chaque fois, oui, mais vous pouvez être compatible avec Macron sur telle ou telle réforme sociale, économique. Bien sûr, enfin, franchement, qui peut dire aujourd'hui on ne veut plus de l'économie de marché, on ne veut pas d'assouplissement des entreprises? Bien sûr que oui, sauf que a-t-on sur tous les sujets la même conception, par exemple, de la nation? Ça se définit par rapport à ce qu'on fait pour l'immigration, à ce qu'on fait sur le communautarisme, à ce qu'on fait sur l'unité de la nation. Et ça, est-ce que là-dessus, tout le monde est d'accord? On n'en parle jamais. Voilà des vrais sujets. Et on aimerait bien que les gens en parlent. Moi, je prépare un bouquin là, sur Philippe Séguin. Voilà. Et je vais rappeler ce que sont les grands principes de la République. Je vais redire ce que c'est que d'être républicain dans ce pays.
Parce que ça suffit. On est dans la confusion la plus totale. Tout le monde est dans tout et tout est dans tout le monde. Le résultat des courses, c'est que plus personne ne semble défendre de vraies convictions de la République. Qu'est-ce que c'est que la République? Qu'est-ce que c'est que la nation? Qu'est-ce que c'est que l'État en France? Enfin, bon Dieu, on est devenu fou, quoi. Maintenant, c'est ah ben non, mais il est d'accord avec plus 0,2, donc il est pour machin. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Où est la France? Vous avez déjà trouvé un titre pour votre livre? La République en bandoulière. Pas en marche. Justement, j'ai des questions sur les sénatoriales, Roger Carucci. Vous êtes obsédé quand même. Non, mais justement, il y a un groupe qui se prépare au Sénat, qui pourrait être constitué aujourd'hui, un groupe de la République en marche. Oui. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur les élections sénatoriales? Non, ça peut avoir une incidence sur les futurs débats. Mais sur les élections sénatoriales, 95% du corps électoral est issu des municipales de 2014. Donc il y aura des listes en marche, j'imagine, un peu partout dans le pays. Mais non, ça va avoir des incidences. Si le groupe est constitué, si j'ai bien compris, avant même le début de la session, ça va avoir des incidences sur la manière de travailler pendant la session extraordinaire. Autre question sur les élections sénatoriales. Combien de députés battus pourrait-on voir arriver au Sénat, alors que Gérard Larcher a dit qu'il ne voulait pas d'une chambre de recyclage? J'en sais rien, parce que dans mon propre département... Vous avez des coups de fil, vous avez des gens qui vous disent on veut y aller. Des gens qui étaient candidats aux législatives et qui sont loin d'avoir démérité, veulent aller au sénatorial. Alors évidemment, ça ne peut pas être législative, et si on n'a pas législative, on va au sénatorial. Et en même temps, il faut faire du cas par cas, parce que voilà, il y a des gens qui n'ont pas démérité, qui peuvent être utiles au Sénat. Moi, je suis plutôt pour une règle du cas par cas, même si je reconnais que c'est compliqué, parce que vu le nombre de battus que nous avons sur l'ensemble du territoire, ça peut modifier la nature même de l'élection sénatoriale. Roger Carucci, une question un peu personnelle. Vous avez été délégué national du RPR à la Genèse dans les années 80. Vous avez travaillé avec Philippe Séguin, vous venez de le dire. Oui. On a donc appris ce matin que vous faisiez un livre sur Philippe Séguin. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance, de cette vogue du dégagisme que souhaitent visiblement beaucoup de Français? Elle est elle est à la fois compréhensible parce que les gens se disent on en a marre de tout. À vrai dire, on en a marre de tout. Vous verrez que dans 1 an, 2 ans, les gens d'En Marche, ils vont nous expliquer, enfin, les Français nous diront les gens d'En Marche, ils sont là depuis trop longtemps, ils sont là déjà depuis 2 ans, vous n'imaginez pas. Bon, donc, moi je vois, j'avais des candidats dans mon propre département qui étaient des trentenaires, qui ont été battus par des gens d'En Marche, c'est que ça génère, voire septuagénaire. Donc, le dégagisme n'est pas fondé sur le renouvellement par l'âge, puisqu'en réalité... Un jeune vieux ou un vieux jeune en politique? On peut surtout dire qu'à un moment, il y a un ras-le-bol sur ou des formations politiques, ou des lignes politiques, ou des systèmes de politique, et que les Français disent, tant pis, on vote pour... J'allais presque dire n'importe qui, c'est pas très gentil pour les candidats d'En Marche, mais pour Roger Carucci, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand on voit Marielle de Sarnez, par exemple, qui truste la présidence d'une commission? Est-ce que ça, c'est une nouvelle façon de faire de la politique? Moi, je n'ai jamais cru qu'il y avait de nouvelles façons de faire de la politique, parce que vous pensez que l'organisation du groupe En Marche ou l'organisation du MoDem, ça va être tellement révolutionnaire sur la pratique politique qu'on va tous en être baba d'admiration. Merci Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine, ancien ministre des Relations avec le Parlement et probable donc candidat à la présidence des Républicains. C'est ce que vous nous avez dit sur ce plateau tout à l'heure. Laissons le temps faire son œuvre. Au débrief de vos propos dans un instant. Merci Roger Carucci. Voilà, Roger Carucci, qui était notre invité politique, quitte ce plateau et je réaccueille Pascal Jalabert des dernières nouvelles d'Alsace, qui était dans la première partie de cette matinale d'infos, aux côtés d'ailleurs de Jean-Michel Elvig, qui était également là ce matin, de la République des Pyrénées. Bonjour, rebonjour messieurs, merci d'être avec nous. Donc, Roger Carucci pourrait être candidat à la présidence des Républicains. Un scoop ce matin, Pascal Jalabert. Il est légitime, Roger Carucci, dans ce rôle? Ouais, il peut incarner le courant séguiniste, on va dire. Voilà, bon... ou alors tenter une sorte de synthèse entre un Laurent Wauquiez très clivant et puis un ou une candidate qui serait plutôt proche d'Édouard Philippe. Donc il tente de se positionner là au milieu. Bon,
on risque de voir fleurir quand même quelques candidatures. Après, il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord pour savoir quand ils font l'élection, pour savoir comment ça se passe, pour savoir qui est aujourd'hui adhérent ou pas du parti Les Républicains. Donc, laissons le temps faire son œuvre. Jean-Michel Elvig. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter. Il a cet avantage par rapport à d'autres peut-être de ne pas présenter a priori, sans vouloir lui faire offense, de profil de candidat à la présidence de la République. Donc d'une certaine manière, il peut mettre d'accord tous les autres, arbitrer positivement les ambitions des uns et des autres. Mais ce n'est qu'une supposition, bien sûr. Alors, interrogé sur les bons chiffres du chômage qui s'apprêtent à être divulgués, 90 000 postes ont été créés au premier trimestre ce coup-ci. Emmanuel Macron peut dire merci à François Hollande, au fond, Pascal Jalabert, ou pas? Alors, l'échelle du chômage, là, on peut dire qu'il a pris une bonne décision, Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, c'est d'arrêter ses publications et ses commentaires mensuels qui ne signifient pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a quand même eu un petit rebond de croissance, donc forcément quelques postes qui se sont créés, en sachant que ça ne suffit pas pour absorber le marché du travail français, puisqu'on a une démographie qui est, entre guillemets, prolifique sur le marché du travail, donc il faut en créer encore plus. Je ne crois pas que qu'on puisse remercier François Hollande ou quelqu'un. Il y a peut-être quelques mesures comme le CICE qui ont aidé, mais globalement, il y a un peu plus de croissance, il y a eu le pétrole moins cher, il y a eu tout un tas de facteurs qui font qu'on a une petite embellie, mais vraiment petite. Jean-Michel Elvig. Oui, mais s'il n'y avait pas eu de rebond de croissance et la poursuite de l'augmentation du chômage, on dirait tout est de la faute de Hollande. Alors dès lors que ça va un peu mieux, on ne peut pas non plus exclure totalement que le gouvernement sortant, que le président sortant y est pour quelque chose, que les mesures qui ont été prises à partir de 2013, 2014 sur la compétitivité des entreprises n'a pas eu cet effet, même si bien sûr il y a un effet de conjoncture. Faut quand même pas, je veux dire, c'est frappant. C'est par exemple ce que vient de dire Carucci, qui est plutôt modéré, qui est plutôt positif, sans excès, mais positif. Il n'y a pas un socialiste qui s'est levé, si j'ose dire, pour dire finalement vous avez une situation qui n'est pas si mauvaise que ça. N'oubliez pas, cher nouveau président de la République, que vous devez quelque chose au précédent. Au contraire, ils ont l'impression qu'ils ont honte, même quand ça marche mieux. Il faut pas. Oui, parce que il y a quand même. Enfin, je veux dire, bien sûr, on peut dire des stages, etc. Mais enfin, quand il y a 10 ou 11 trimestres successifs de création nette d'emplois, il y a quand même quelque chose d'intéressant, même s'il y a toujours des problèmes de démographie. Mais même ce peu de bilan, il n'y a aucun socialiste qui s'en réclame. C'est un peu dommage pour eux. Alors, Roger Carucci, qui était notre invité politique ce matin, a dit qu'il fallait s'attendre à une réduction des dépenses publiques et à une augmentation des impôts de la part de Bruno Le Maire, son ancien, on va dire, coéquipier des Républicains, Pascal Jalabert. De toute façon, il va bien falloir trouver les ressources pour investir, il va falloir trouver les ressources pour atteindre les 2% du budget de la défense, pour créer des postes d'enseignants. On ne peut pas supprimer des fonctionnaires, notamment de police, on ne peut pas supprimer des enseignants, donc oui, il va falloir trouver quelques ressources, surtout si on veut de l'autre côté baisser les cotisations pour que ça se voit sur la feuille de paye. Très clairement, en choisissant la CSG, on pense que ce sont les retraités aisés qui risquent de contribuer un peu plus que ce qu'ils ne le font aujourd'hui, et ça rééquilibrera avec les actifs qui vont contribuer un peu moins. Donc l'assiette fiscale à la sortie, elle sera à peu près identique, il ne faut pas rêver. Jean-Michel Elvig. Oui, et puis tout dépend aussi de l'augmentation de croissance, parce que le curseur aussi dépend beaucoup des recettes de l'État. Si les recettes augmentent, vous avez moins d'économies à faire d'une certaine façon. Donc tout ça, c'est un peu difficile comme ça, dès à présent, de dire ça se passera comme ci ou ça se passera comme ça. On termine avec ce qu'a dit Roger Carucci sur le dégagisme. C'était intéressant de voir un cacique, il est devenu un cacique du mouvement gaulliste, même si... il y est depuis très longtemps en tout cas, il prépare un livre sur Philippe Séguin, il nous l'a dit. Il ne se sent pas concerné parce qu'il dit au fond qu'il y a des jeunes vieux en politique et des vieux jeunes encore. Oui, le dégagisme, en effet, c'est pas uniquement une question de génération. Sur ce point, il a absolument raison. Après, moi, j'aime pas bien le mot, je préfère un zapping.
parce que il y a eu une forte envie de renouvellement qui n'est pas qu'en France, hein, d'ailleurs, ça s'est passé dans plusieurs autres pays. Il y a envie d'un changement. C'était quand même aussi une sanction de ce qui a été perçu comme un échec des quinquennats Chirac, Sarkozy, Hollande. Donc il est clair qu'à un moment donné, une majorité de Français a voulu tourner la page et elle n'a pas voulu quand même confier le sort du pays aux extrêmes. Donc du coup, la République en marche, qui apparaissait plus neuf, l'a emporté. Alors il a dit aussi qu'une forme de dégagisme pourrait s'appliquer aussi à la République en marche dans quelques mois si les choses se passaient pas bien, Jean-Michel Elvig. Ah bah oui, le dégagisme, même Jean-Luc Mélenchon et son groupe d'insoumis ne sont pas non plus dans une autre sphère à l'abri de ce phénomène. Voilà, donc il y a un problème, c'est vrai, c'est moins un problème de stabilité qu'un problème de renouvellement, le sentiment que ça puisse se renouveler naturellement. Donc naturellement, assez régulièrement, le personnel politique. Donc la loi sur le cumul des mandats va avoir un effet on en mesure déjà les conséquences avec le nombre de députés qui ne se sont pas représentés, qui ont préféré leur mairie ou une région ou un département. Mais sur la durée, ça va probablement... Et le fait de limiter les mandats dans la durée, ça va avoir un effet sur le renouvellement qu'on ne mesure pas encore tout à fait, mais qui va être de plus en plus sensible au fil du temps. Il reste quelques secondes, Pascal Jalabert. Il y a des députés qui ont été battus et qui vont tenter de revenir au Sénat. Oui, alors ça, c'est pas ce que les Français apprécient, ce changement, ou entre guillemets ce recyclage. Je crois que le président Larcher a été assez ferme là-dessus. Juste un mot sur le côté générationnel. C'est quand même presque inquiétant d'avoir une assemblée trop jeune, moi je le dis comme je le pense, parce que vous aboutissez à des gens qui n'ont pas beaucoup de vécu, pas beaucoup d'expérience dans d'autres domaines. Et donc, on a des professionnels de la politique. Il faut savoir quand même que vous avez encore dans cette assemblée beaucoup de gens, alors il y en a moins que dans la précédente, qui n'ont jamais exercé de métier en dehors de la politique. Merci Pascal Jalabert, des dernières nouvelles d'Alsace, d'avoir débriefé notre invité politique et l'actualité. Merci Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées. On va regarder ensemble le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'info. Emmanuel Macron gère son image de président jeune et dynamique pour soutenir la candidature de Paris 2024. Jouer des muscles, mais rester au-dessus de la mêlée. Emmanuel Macron veut être ce genre de président. Alors, comment faire? Tout d'abord, fermer les grilles de l'Élysée et verrouiller la communication. On nous a reproché de dire vous voulez supprimer des fonctionnaires. On ne veut pas supprimer des fonctionnaires pour enlever du service. On veut diminuer la dépense publique. Je crois qu'il est temps de faire en sorte de dire aux Français qu'on n'est pas un bon politique quand on dépense plus que ce qu'on a. Pour l'environnement, le voici avec Arnold Schwarzenegger, alias Terminator. I'm here with President Macron. We are talking about environmental issues and the green future. So now we will deliver together to make the planet great again. Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, bénéficie de 64% d'opinion favorable. Le Premier ministre progresse même de 9 points par rapport au mois de mai. Parlons des 308 députés de La République En Marche. Ils se sont retrouvés tout le week-end pour un séminaire de travail. Est-ce que c'est pas d'éviter les futurs frondeurs? Non, pas du tout. C'est un séminaire d'un groupe qui vient d'être élu et qui se réunit pour prendre ses marques et organiser la façon dont il va travailler. C'est bien naturel. Ça a été dit à maintes reprises ce matin, n'hésitez pas à faire entendre vos points de vue variés. Et quand vous n'êtes pas d'accord, faites-le savoir, mais aussi en amont que possible dans la discussion. Il ne s'agit pas d'aller porter la contestation devant les caméras. Mais certains ont fait quelques écarts de conduite en postant des photos sur les réseaux sociaux. Pas de quoi fâcher le Premier ministre Édouard Philippe, venu les briefer. S'il vous plaît, vous pourriez me faire une photo, parce que j'arrive à l'Assemblée nationale, mais je vais y arriver en vélo. Et comme je suis tout seul... Vous voulez que je vous prenne en photo? Oui, ça vous ennuie pas? Je suis Pierre Cabaret, je suis député. Ouais. Pour leur chef de groupe, Richard Ferrand, élection à main levée hier. Aucune place pour la contestation. C'est toujours émouvant d'être encouragé par l'ensemble des collègues, de se sentir très unis, rassemblés. Je peux témoigner de l'acclamation forte. Vous savez, toutes les femmes et les hommes qui ont été élus députés savent ce qu'ils doivent à Richard Ferrand. Chez les Républicains, la guerre des chefs est ouverte. Qui prendra la tête du parti? En tout cas, ce ne sera pas Xavier Bertrand, longtemps pressenti.
Et pour cause, ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus, dit-il. Cible particulière dans son viseur, Laurent Wauquiez, ceux qui comme lui n'ont pas choisi à la présidentielle entre Macron et Le Pen. En réalité, il n'y a plus grand-chose en commun entre nous. Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. Et on n'a peut-être plus grand-chose à faire ensemble. On a un parti qui est malade, et malade du fait de ne pas avoir travaillé ses idées depuis très longtemps, et non pas comme je l'entends depuis quelques années, mais depuis bien plus longtemps. Ce soir, dans un tweet, Laurent Wauquiez répond à ces attaques. Ne laissons pas les médiocres aigreurs nous détourner du seul objectif qui compte, la reconstruction d'une droite fière de ses valeurs. Voilà, fin de Territoire d'Info. On se retrouve demain matin, bien sûr, pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée à tous. Au revoir.